Bonjour, je suis Hélène Fribourg. Je suis coach et auteure sur la question du mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Et pour la 4e saison de mon podcast, j'ai décidé d'ouvrir les horizons. Le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Alors, je souhaite rassembler des auditeurs qui sont en transition de vie, avec au cœur de leur problématique de projet de vie, la santé et l'écologie de leur vie. Ça veut dire des personnes qui souhaitent préserver ou restaurer leur santé et donc faire des choix qui les rapprochent de la nature, du vivant et d'une écologie joyeuse. Ces auditeurs souhaitent découvrir ou mieux connaître la permaculture et faire leur transition écologique en ouvrant d'abord leur champ des possibles. Alors, bien évidemment, ce podcast est destiné aux malades chroniques dans la continuité des 3 précédentes saisons et en cohérence avec mon coaching du mieux vivre avec la maladie chronique. Mais aussi, ce podcast s'adresse à ceux qui ont une vraie démarche de santé avec leur écosystème de vie autour de la valeur de l'autonomie, être acteur de sa vie. Alors, je commence par rappeler une statistique assez édifiante. Un Français sur 5, un Français sur 5 est concerné par la maladie chronique avec toutes ces maladies inflammatoires, métaboliques, environnementales. Ça veut dire que chacun connaît un malade chronique. Ça veut dire aussi que, grosso modo, 80% de la population voudrait bien ne pas devenir malade chronique avec ces problèmes de dérèglement liés à notre environnement de vie. Ça veut surtout dire que chacun est concerné par la question du mieux vivre avec la santé. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Alors, j'invite des experts sur un très large champ des possibles pour parler des choix à faire pour notre projet de vie en santé. J'invite sur ce podcast des experts aux horizons ouverts et constructifs sur les différentes sphères de l'écosystème de vie. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Carole Dubois-Valmier. Elle est professeure de yoga, mais aussi responsable de la marque employeur dans un très grand groupe très connu, et elle est également concernée par la cause animale et plein d'autres choses. On va discuter de tout ça. Alors bonjour Carole Dubois-Valnier et vraiment un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour le lancement du podcast Le Cercle du Mieux Vivre. Alors, on a fait connaissance sur Instagram en 2016, ben oui déjà, et on a eu de nombreux échanges. Et puis, je dois dire que tu as soutenu mon parcours de reconversion et ma formation de coach, et puis toutes les péripéties que j'ai traversées pendant toute cette période de transition. Et j'en profite pour te dire merci et puis pour te dire que ton Instagram est pour moi vraiment le côté la force tranquille et créative parce que j'aime beaucoup tes publications où tu parles d'art, de culture, du beau, du bon. Tu poses des interrogations sur la société sans tous ces débats stériles et c'est vraiment une bouffée d'air frais. Donc, je voulais t'en remercier. Alors, pour te présenter, il y a plusieurs casquettes et c'est ça qui est assez extraordinaire avec toi. On croit connaître un bout et puis maintenant, il y en a encore et c'est toute ta richesse. Alors, on va commencer par le yoga. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche avec le yoga? Alors, bonjour Hélène, merci de m'accueillir et de m'ouvrir ton micro. Alors en fait, je vais te faire un petit retour en arrière, mais moi j'ai découvert le yoga en 2008 et à l'origine j'ai été envoyée par ma médecin acupunctrice parce que j'étais dans un environnement professionnel très stressant avec de nombreux déplacements et j'avais besoin de me détendre.
Et malgré l'hygiène de vie que j'avais, je ne me détendais pas suffisamment, donc ça m'entraînait un certain nombre de problèmes liés au stress. Mon premier contact, j'avoue, avec le yoga n'a pas été une révélation. Je me suis ennuyée, comme ce n'était pas permis. Mais après, comme j'ai une grande confiance dans ce médecin, je me suis dit, bon, bah, je ne suis pas tombée sur le bon prof, hein, ou en tout cas pas le bon prof pour moi, ce n'était pas un jugement de valeur. Et donc, j'ai pris différents cours avec différents professeurs de yoga. Et ce qui, à l'époque, 2008, faire du yoga en France n'était pas si facile que ça. Et jusqu'au jour où j'ai trouvé une femme pas très loin de chez moi, en banlieue parisienne, qui donnait des cours qui me convenaient très bien. Et puis, dans mon entreprise, il y a eu un programme de bien-être au travail. C'était après tous les problèmes qu'il y avait eu chez Orange, etc. Donc, d'un seul coup, les directions des boîtes se disaient, mais au secours, il faut qu'on fasse quelque chose pour préserver la santé mentale de nos salariés. Donc, il y avait eu une espèce voilà, d'appel en disant, si vous avez des idées, venez nous voir. Donc, il y avait un certain nombre de choses qui avaient été proposées. Et moi, j'étais allée voir le DRH en lui disant, voilà, moi, je te propose de faire du yoga. Moi, j'en fais, ça me fait énormément de bien. Je pense que ça pourrait être voilà, tout à fait faisable. En plus, c'est assez simple de faire du yoga. Il suffit d'avoir un tapis. Tu n'es pas obligé de prendre une douche derrière. Enfin, voilà, on n'avait pas besoin d'avoir une infrastructure de salle de sport. On n'avait pas pour pouvoir le faire. Alors, je t'avoue qu'au début, il n'a pas été super chaud parce que c'est quelqu'un d'assez traditionnel. C'est pas un jugement de valeur parce que j'ai rien contre la tradition, mais c'est juste que je pense qu'il avait une image de yoga de gens complètement perchés en pantalon africain en train de, je sais pas, tournoyer dans les airs. Donc il s'est dit au secours. Il était très dubitatif. Et puis on en a reparlé à plusieurs reprises et je lui ai dit, moi je te propose de faire un test. On va pas dire super, on crée une activité de yoga dans l'entreprise. On fait un test. On fait 1, 2, 3 séances et puis on voit ce qui se passe. Il me dit, bon, bah, ok. On dit que si on a 5 ou 6 élèves, on fait. Si on est en dessous, on ne fait pas. Je lui dis, très bien. On fait un appel par l'intranet en disant qui serait intéressé pour faire du yoga, etc. 50 réponses positives. Donc là, il me dit, bon, ben ok, on y va. Et là, je me suis dit, mais au secours, en fait, je connais des profs qui sont super, mais effectivement, je ne vais pas lui présenter parce qu'ils vont lui faire peur. Donc, me voici à la recherche d'une professeure compatible pour faire du yoga en entreprise. Et là, Google, vraiment, je tape yoga en entreprise et je tombe sur une femme dans la banlieue ouest de Paris qui propose des cours et tout. Je l'ai au téléphone, j'échange avec elle, super. Donc, je la fais venir, on discute, on fait un petit contrat, quelque chose de très cadré pour les 4 séances. Du coup, puisqu'on faisait 4 groupes, on ne peut pas avoir 50 personnes en même temps. Et donc, moi, je fais un cours avec elle. Et tout de suite, il se passe un truc pendant le cours. Et je me dis, mais c'est génial la façon dont elle enseigne. Et puis après, donc ça a tellement bien marché qu'on a mis en place des séances. Il y avait 3 fois par semaine, elle proposait des cours, on s'inscrivait, on la payait directement, etc. Tout était cadré par l'entreprise, mais le rapport prof-élève était direct. Et donc, moi, j'avais beau faire du yoga à côté, j'allais à ses cours. Et en fait, c'est quand on a commencé à travailler la salutation au soleil. En plus, elle nous a pas dit on va faire de la salutation au soleil, mais j'ai reconnu tout de suite la salutation au soleil. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je fais du yoga depuis très longtemps, mais je crois que je n'ai jamais fait vraiment la salutation au soleil. Comme j'ai fait beaucoup de danse, je faisais une chorégraphie qui ressemblait à la salutation au soleil, comme je pense les gens dans les cours où j'allais avant de rencontrer Natalia. Et là, je me suis dit, ah ouais, cette femme, elle enseigne, il y a un truc, quoi, etc. Donc, j'en ai discuté avec elle. Et là, elle m'a parlé d'Eva Rushfol en me disant que donc Natalia, c'est une femme d'origine biélorusse, voilà, qui a eu un parcours de vie très intéressant et qui s'est elle-même formée au yoga chez Eva Rushfol. Donc, j'ai découvert Eva Rushfol, une femme qui aujourd'hui doit avoir 93 ans, je pense, qui enseigne toujours le yoga dans un institut qu'elle a créé, qui est un des premiers instituts créés en France, qui est à Paris, près de la gare Saint-Lazare. Et donc, voilà, je commence à m'intéresser à ça. Et puis, un jour, je discute avec Natalia et je lui dis, mais tu sais, moi aussi, j'ai envie de transmettre. Et tout. Et je me suis dit, elle va me rironner. Mais t'as vu ton âge, enfin, tu vas pas commencer et tout.
Elle me dit, ah mais c'est génial, vraiment, mais c'est formidable. Enfin, elle était très fière en plus d'avoir déclenché cette envie en moi et tout. Bref, je vais chez Baruch Paul, je m'inscris pour faire la formation pour être professeur. Donc, c'est 3 ans. Les week-ends, le soir, avec beaucoup, beaucoup de travail personnel. 600 heures de formation, enfin plus de 600 heures de formation, enfin un truc hyper costaud, et avec notamment toute une première année où on a un peu l'impression d'être en première année de médecine, où vraiment on fait de l'anatomie, mais à fond, à fond, à fond, de la physiologie, etc. Et dans le cadre de la formation, on est amené, à partir de la 2e année, à pouvoir donner des cours. Donc, on est envoyé, si on est OK, dans des gymnases de la ville de Paris, puisqu'il y a un partenariat entre l'Institut et la ville de Paris. Donc là, j'ai donné quelques cours. Et puis après, je me suis dit, mais j'ai envie de donner des cours pour moi. Et donc, là, j'ai cherché une salle à Boulogne, puisque je suis dans le quartier du 92 et de Boulogne en particulier. Et là, j'ai lancé un appel sur Facebook, comme quoi les réseaux sociaux ont aussi du bon, et notre rencontre en est une preuve. Un ostéopathe qui me répond en disant, écoutez, moi ça m'intéresserait de vous rencontrer, etc. Et le constat de ces ostéopathes, parce que c'était un cabinet, c'était plusieurs, c'était hyper intéressant, c'était de dire 80% de leur clientèle est constituée de cadres qui passent toute leur journée assis derrière un ordinateur, de personnes âgées qui perdent des facultés de motricité, etc., etc. Bon, après, il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de santé hautes, donc on va se concentrer sur ces 80%. Et ils se disent, mais en fait, nous, ils reviennent tous les 2 mois pour les mêmes mots, donc il faut qu'on puisse leur proposer un travail holistique pour qu'ils réapprennent à savoir se tenir, à savoir respirer, etc. Donc, ils ont proposé quelques activités de type du pilates, du yoga, du qigong, etc. Mais donc, ils voulaient, sélectionner des profs qui avaient des vrais diplômes, et 2, tester les cours pour être sûr que c'était OK. Et donc, Julien, en particulier, est venu à participer à plusieurs cours. Et moi, en fait, j'adorais quand il était là, parce que lui voyait ça d'un point de vue technique, et en disant ah non mais c'est trop génial, parce que parfois il y a des mouvements au yoga, on a l'impression, on dit ok, c'est quoi le truc, mais sauf si on les fait bien, on sent très bien à l'intérieur ce que ça fait. Mais lui, il le décryptait d'un point de vue technologique, d'un point de vue technique, en disant mais ah non mais là toute la chaîne musculaire que en bougeant juste la jambe comme ça, etc., qui est en œuvre, enfin voilà. Donc il était ok. Malheureusement, le Covid est arrivé, donc j'ai travaillé plusieurs années avec eux. Là, tous les studios, salles, etc. ont fermé. Chez eux, les cabinets d'ostéopathie ont rouvert, mais ils ont abandonné les activités holistiques, malheureusement. Et donc là, moi, je suis passée un peu en ligne, pas complètement, parce que chez moi, je n'ai pas vraiment la possibilité de pouvoir faire des cours de Hatha Yoga en ligne classique. Et en fait, j'ai proposé 2 choses à mes élèves, ainsi qu'à mes collègues, parce que je voyais bien que les problèmes qu'avaient mes élèves, mes collègues avaient les mêmes, parce que c'est tous retrouvés donc collés chez nous avec les enfants, pour ceux qui avaient les enfants, télétravail, etc., forcés. Pour ceux qui n'étaient pas sur le terrain, bien évidemment, j'oublie pas les gens qui étaient dans les magasins, les soignants et tout, mais bon, en l'occurrence, ça n'est pas ma clientèle, entre guillemets, en tout cas mes élèves. Et donc, j'ai proposé des petites capsules de yoga, très inspirées par une méthode qui s'appelle Yogist. Yogist, à l'origine, c'est des pauses yoga, c'est-à-dire au lieu de faire une pause clope dans ta demi-journée, tu fais une petite pause de yoga, c'est-à-dire que tu restes habillé comme tu es, tu n'as pas besoin de tapis, tu n'as pas besoin de leggings, tu peux garder tes chaussures, c'est juste que des mouvements ou des postures de yoga sont adaptés pour le faire en tenue de jour. Et j'ai proposé ça en ligne. Et donc, ça a super bien marché. Je faisais plusieurs capsules dans la semaine, ça a été très apprécié. Et puis, en début de cette année, début 2020, plein hiver, donc la joie de l'hiver en France, avec la nuit qui tombe tôt, le truc frisqué, etc. Le couvre-feu, au début, je crois qu'il était à 18h. Voilà. Et là, mes élèves complètement déprimés, moi-même pas super joyeuse, mes collègues idem et tout. Et moi, il y a une pratique de yoga que j'adore, qui est le Kundalini Yoga. Alors, je n'avais pas guidé de session de Kundalini Yoga parce que je n'étais pas formée pour. Mais bon, j'ai profité de toute cette période pour me former, lire des livres, pratiquer avec plein de profs, etc. Alors, le tout à distance. Et là, je l'ai proposé à mes élèves en leur disant surtout, si vous avez des enfants, vous les invitez. Parce que le Kundalini Yoga, en fait, c'est le fait de mettre en pratique, de s'échauffer
pour élargir, alors ce que je vais dire, ça va paraître complètement perché, et un des freins qui peuvent freiner l'arrivée au Kundalini Yoga, c'est le fait ça peut paraître perché. Parce qu'effectivement, bon, on fait des mouvements, etc. Donc, ce n'est pas un yoga postural où on va te demander de tenir une posture pendant longtemps. Tu vas plutôt bouger pour essayer de réveiller l'énergie qui est en bas de ta colonne vertébrale, la faire monter tout le long de ta colonne vertébrale, hein, donc en s'alignant sur les fameux chakras, les centres énergétiques. Et ensuite, du coup, c'est un espèce de champ électromagnétique que tu sens autour de toi. Franchement, tu n'es pas dans le même état au début de ta séance et à la fin de ta séance. C'est vrai pour le yoga, mais avec le Kundalini, il se passe autre chose. C'est un yoga qui est très joyeux, ça n'est pas technique, et ça repose beaucoup sur des chants qu'on appelle des mantras, et sur des gestes, donc des mouvements et des gestes qui sont des mudras, donc des gestes des mains, puisque au bout de la pulpe de nos doigts et nos paumes de main, on a des petites centrales énergétiques qui nous permettent justement de récupérer de l'énergie pour nous et de l'envoyer aussi autour de nous. Et là, ça a été l'éclat total. Voilà, à la fois pour moi, pour mes élèves, pour leurs enfants. Enfin, j'avais des enfants, mais dès que j'allumais la caméra, je voyais les enfants qui étaient collés devant, qui attendaient le défoulement du Kundalini du soir. Et voilà, et c'est très, très, très joyeux. Donc là, je pensais redémarrer en cette rentrée dans des studios, c'est pratique. Bon, pour des raisons personnelles, je ne vais pas évoquer ici, qui n'ont pas d'intérêt pour ce que tu fais. Bon, j'ai un petit peu décalé ça de quelques mois, mais voilà. En tout cas, c'était un peu long, et c'était pour essayer de tout expliquer par rapport au yoga. Eh ben, écoute, super comme présentation. En tous les cas, moi, je fais pas de yoga, mais là, tu m'as donné un peu envie, quoi, quand même. Moi, j'en fais pas, et comme peut-être beaucoup de personnes te disent, j'ai l'impression qu'il faut une certaine souplesse, ce que j'ai pas trop. Et ce que je vois me paraît toujours très compliqué. Et moi, j'ai mal rien qu'en regardant des fois les trucs, et j'ai jamais été trop attirée par le yoga. Mais évidemment, toute la démarche qu'il y a autour, évidemment, m'intéresse, et toutes les histoires sur les énergies. Moi, j'ai plutôt fait du Qigong, tu vois, pour te dire. Et aujourd'hui, je bricole à ma façon d'inspiration de Qigong, mais je me dis qu'il faudrait que pour passer un cap, je refasse preuve d'un peu plus de discipline. Et là, tel que tu le racontes, bah, ça donne envie parce que ça paraît accessible et joyeux. Et on n'en a pas toujours cette image-là. Et je me Alors, souviens. Ce que tu dis, Oui, vas-y. oui, excuse-moi, je ne voulais pas te couper la parole. Ce que tu dis, en fait, et c'est là où il y a un problème, c'est un peu l'image du yoga qu'on peut avoir sur Instagram, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que le yoga, c'est pas l'école du ciel de Pékin, quoi. Tu n'as pas besoin d'être souple, tu peux être un fer à repasser et faire du yoga. La souplesse, elle viendra ou pas quand tu vas pratiquer, mais on s'en fiche parce que c'est pas ce qu'on cherche. En fait, le yoga, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc, avec des pratiques de hatha yoga, on va dire classiques, hein, donc qui peuvent être illustrées sur Instagram avec des gens qui se mettent les pieds sur la tête, etc. Mais moi, j'ai beau faire du yoga tous les jours, je ne me mets pas les pieds sur la tête et je m'en fiche. Ça me rassure. Voilà. Après, je fais d'autres choses, mais c'est pas ce qu'on cherche. Et il y a un problème justement, et je pense que Instagram et les réseaux sociaux déforment ce yoga avec, tu as des mannequins hommes comme femmes qui font des postures extraordinaires, mais tant mieux si elles arrivent à les faire, mais le problème, c'est qu'elles freinent des milliers de personnes qui se disent « je ne pourrais jamais faire ça ». Ok, moi je suis enseignante de yoga et je connais des enseignants, mais qui en font depuis des années, qui sont canons. Il y a des trucs très simples comme attraper ses deux mains derrière son dos qui n'arrivent pas à faire, mais c'est des profs excellents et c'est des super yogistes et on s'en fiche. Qu'est-ce que ça peut le faire de joindre ses deux mains derrière son dos? Ce qu'il faut, c'est se faire du bien, c'est se sentir dans un état de bien-être, c'est ne plus avoir des douleurs dans le dos, dans la nuque, dans les bras, dans les jambes, je ne sais quoi, et se faire du bien. Et le Kundalini, c'est encore une forme différente, puisque là, il n'y a pas de posture. Hein. Kundalini, tu peux rester assis tout le temps, tu peux être debout, tu peux, voilà, peu importe. C'est juste, en fait, tout va tourner autour de ta colonne vertébrale. Donc là, mais tu peux être un fer à repasser, encore une fois, du moment qu'il y a une colonne vertébrale, tu vas le faire. Enfin, voilà. Si un jour ça t'intéresse, je veux bien te guider une petite séance, tu vas voir, franchement, même en une demi-heure, l'état dans lequel tu te sens. Et encore une fois, tu as juste besoin d'un pantalon souple et point.
Bah écoute, oui, avec plaisir. Là, ça me donne envie. Et comme je suis en train de me dire qu'il faut, bah là, on a été un peu tous secoués, hein, avec cette période de stress, de confinement, de dérèglement. Moi, j'ai un peu grossi. Je pense rien qu'avec le stress et j'ai l'impression que je me suis un peu ankylosée alors que je marche sur la plage tous les jours, je fais du kiné, je fais les exercices du kiné, etc. Donc, je défends dans mes autres épisodes du podcast le fait que le mouvement, c'est la vie et qu'il faut marcher tous les jours. Donc, je le fais et je vois bien le bienfait. Mais là, je suis en train de me poser des questions justement pour mettre quelque chose de nouveau pour améliorer. Donc, on en reparlera et j'espère que nos éditeurs aussi trouveront de l'inspiration parce que, comme tu dis, malheureusement, le yoga et, et, et comment dire, se retrouve un peu Démodé. puni par les filles qui sont canons en taille 34 et qui font des postures semblables, quoi. Donc bon. Donc alors justement, le yoga, c'est pas ton activité principale au niveau professionnel. Au début tu as commencé dans les agences de com à Paris et d'ailleurs, bah, comme moi, hein, dans les années 90, on se connaissait pas à cette époque-là, mais on s'est peut-être croisés. Et puis tu es rentré dans une société un peu particulière que tout le monde connaît, mais sans vraiment connaître. C'est la fameuse Française des Jeux, donc le loto et tous les jeux de loterie. Et ben, je suis épatée de voir que tu as fait un très très long parcours depuis 1993, si je me trompe pas, donc bientôt 30 ans. J'en reviens pas de tout ce parcours-là. Et pour ce que j'en connais, ben, je suis assez hallucinée justement du côté innovant et créatif de son parcours. Bon, c'est vrai que moi, j'essaye de développer tout un discours autour de l'entrepreneuriat parce que c'est mon propre parcours et comme tu disais tout à l'heure, là, je fais pas de jugement de valeur entre le fait d'être salarié ou ce que j'ai été moi aussi ou être entrepreneur. Donc c'est pas le débat que je souhaite mettre dans mes différents podcasts ou autres publications. Par contre, moi, c'est la notion d'entrepreneur qui m'intéresse et je suis épatée de voir qu'en fait, toi, en étant salarié au long cours dans un très grand groupe, bah, tu as un vrai parcours d'entrepreneur en fait parce que tu as fait différents postes, tu as été beaucoup sur l'innovation avant même des choses innovantes qui sont banales aujourd'hui, comme les méthodes agiles, tu les as faites depuis longtemps, etc. Donc, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu tout ça. Comment, justement, on peut trouver son équilibre et valoriser sa créativité et son esprit, cette fibre entrepreneuriale dans le sens entreprenant, créatif, quoi. Raconte-nous un petit peu comment tu as fait tout ça. Alors, déjà, je pense que ça dépend de la personnalité. J'ai des collègues que j'adore qui sont arrivés comme moi. Ils ne sont pas très nombreux et qui sont toujours au même poste. Mais après, en même temps, le monde du travail a tellement évolué depuis 30 ans qu'ils ne le font pas de la même façon, bien évidemment. En fait, moi, ce qui me guide, c'est que je déteste faire toujours la même chose. Donc, voilà, j'ai besoin d'apprendre. En fait, moi, c'est un des moteurs pour moi, c'est d'apprendre des choses nouvelles, d'enrichir et puis surtout de faire des connexions entre plein de choses que j'apprends qui peuvent être dans des domaines mais qui peuvent paraître à l'opposé les uns des autres et s'apercevoir qu'il y a quand même tout un tas de points communs que l'on retrouve. Donc moi, comme toi, effectivement, j'ai fait de la communication. Après, j'ai été amenée à faire de la formation et je pense que j'ai un goût de transmission. Ce n'est pas un hasard non plus si je suis aussi enseignante de yoga, c'est parce que j'aime transmettre et voilà. Et puis, il y a eu l'opportunité, effectivement, en 2010, de rejoindre une équipe innovation et chercher un peu des gens qui étaient prêts à faire des choses complètement nouvelles. Et en l'occurrence, on a mis en place du management de l'innovation, chez FDJ à l'époque. Mais en 2010, c'était hyper, alors, disruptif, mot à la mode, mais dans notre entreprise, quand on expliquait ce qu'on faisait, et moi en particulier, je faisais de la veille et je travaillais sur des scénarios prospectifs, mais il y a beaucoup de gens qui nous prenaient vraiment pour des gens complètement allumés. Et je me souviens encore quand on présentait des scénarios où on disait que
tous les jeux allaient se faire sur mobile, que enfin, voilà, vraiment le smartphone serait partout et qu'on serait tous en mode le fameux Atawad. Ah oui, il y en a qui ont des enfants. Moi, j'ai un chien, j'ai fermé la porte, j'ai mis Do Not Disturb, mais j'ai le chat qui ne sait pas lire. Les auditeurs du podcast ne le voient pas, mais on a un chat à l'image que verront sur YouTube et c'est très rigolo à chaque fois quand ça arrive. Le Voilà. chasse pas. Oui, donc ce scénario de tous les contenus, en fait, alors que ce soit du jeu, de l'information, du divertissement et des trucs et des réseaux sociaux, qu'on les ait tout le temps au bout des doigts. En 2010, en fait, l'iPhone était sorti 2 ou 3 ans avant. Il n'était pas si répandu que ça. C'était vraiment un peu l'objet de luxe. Et voilà, et les gens nous prenaient pour des fous. Bref, c'est là où j'ai effectivement découvert ces méthodes agiles, où j'ai commencé à travailler avec du design thinking, des facilitateurs, la facilitation graphique, parce que j'ai vu aussi que toutes les deux, on était adeptes des livres. Oui, ça m'intéresse effectivement. Je ne sais pas du tout faire, mais ça m'intéresse et c'est une très belle, comment dire, façon d'exprimer ses idées que moi je ne sais pas faire, mais que maintenant je sais lire. Je ne savais pas bien lire moi. Le sketchnoting et la facilitation graphique, au début j'y arrivais pas, je savais pas lire. Alors que maintenant je trouve que ça parle bien aux neurones. C'est construit un petit peu comme les neurones cette façon de s'exprimer. Donc tu t'es mise aussi à ça. Voilà. Donc j'ai fait tout ça et puis après j'ai été amenée à rejoindre une équipe accompagnement du changement. J'avoue que c'est pas le meilleur épisode professionnel de ma carrière et je trouve que c'est un métier qui est extrêmement dur. Enfin voilà, on a toute la journée des gens qui sont hyper résistants. C'est difficile sur les gros changements. Enfin moi je n'ai pas apprécié. Et donc effectivement depuis quelques années je m'occupe de marque employeur. Moi ce que je trouve intéressant au-delà de ma propre expérience, c'est de dire qu'on peut rentrer dans une entreprise à partir du moment où on est prêt à se remettre en cause, à apprendre des choses, à s'investir dans un nouveau poste, parce que même si c'est la même entreprise, à chaque fois on a tout à prouver, au nouveau manager, à l'équipe qu'on intègre, etc. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui me régénère. Moi, ce qui me fait mourir, c'est me laisser mes 10 ans au même poste. Je pense que je finis par m'endormir, par être complètement éteinte, quoi. Oui, ça j'imagine bien. Moi, j'ai pas très bien vécu mes passages salariés pour cette raison-là. C'est qu'on est rapidement dans une case et bon, j'étais dans les métiers de la com, même dans cette case-là qui doit être ouverte, enfin moi je me suis sentie enfermée. Pour moi, le salariat a été une souffrance pour cette raison-là. Mais j'ai pas persévéré non plus à trouver des solutions pour cheminer et je suis à chaque fois vite repartie. Donc comme tu disais au début, c'est vraiment des histoires. Il n'y a pas de solution idéale universelle. C'est vraiment des histoires personnelles et il faut trouver ce qui correspond à nos besoins et à notre tempérament. Mais ce que je remarque comme point commun, c'est qu'on a ce goût de la formation et je pense que c'est ça qui permet d'avancer. Et sur la résilience, c'est bien comme ça qu'on peut s'adapter en se formant. T'en as parlé dans le yoga et dans ton entreprise. Et justement, c'est une très bonne transition parce que l'air de rien, tu t'es formé aussi au coaching auprès de Shane Lanzmann. Et justement, moi, j'ai connu Shane Lanzmann dans les années 2000 et je suis allée à plusieurs de ses ateliers. Et à cette époque-là, donc en 2000, ça paraît très très loin maintenant. Moi, j'étais consultante en com et quand j'ai découvert Shane Lanzmann avec sa méthode de coaching auprès des femmes, je me suis dit tiens, mais moi, c'est ça que je veux faire en fait. Je veux être coach. Donc tu vois, en 2000 quoi, ça fait bon. Et puis à cette période-là, je pouvais pas. Enfin, ma maladie était en train d'émerger. Je suis tombée un peu dans ce bazar-là pour rester polie et je me suis trouvée prise dans un espèce de tambour de lave-linge à courte vue d'une maladie que je ne comprenais pas, que je ne reconnaissais pas moi-même et mon ambition professionnelle qui fait que je voulais toujours avancer. Et justement, j'en parle dans le podcast. C'est l'erreur que moi j'ai faite. J'en parle parce que justement, je voudrais bien que les autres ne la fassent pas. Il faut vraiment écouter ses besoins et ne pas se trouver emporté par
avoir de la courte vue et croire aussi qu'il y a des choses qui sont impossibles parce que en fait non quoi. Et moi j'ai mis de 2000 à 2018 pour dire en 2018 je me forme à devenir coach et je regrette pas mon parcours professionnel pendant toutes ces années-là, hein, c'est pas ça la question, mais c'est que des fois on voit pas ce qui est important pour soi. Et toi, tu as parlé de la connexion avec le corps, ce que moi j'avais complètement perdu, et l'équilibre vient justement du bon équilibre entre la tête et le corps, toi. Et toi, tu as certainement bien géré ça, et c'est ça que je veux mettre en avant. Alors, raconte-nous ce que tu as fait avec Shin Lanzmann, parce que moi, c'était vraiment des ateliers, hein, j'ai pas suivi de formation, c'était, on va dire, des ateliers de découverte, mais je pense que toi, tu as vraiment été plus avec elle, donc raconte-nous un petit peu ce que tu as fait. Et puis en quoi ça te sert dans ton activité, parce que t'es pas coach dans le sens avoir un cabinet de coaching, etc. Mais tu utilises les outils du coaching en entreprise, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. On parle très peu de cette facette-là du métier, donc. Alors en fait, moi j'ai rencontré Shin comme toi, hein, dans le cadre d'ateliers qu'elle organisait dans un grand appartement à Paris avec d'autres coachs, des ateliers thématiques à l'heure du déjeuner et tout. Et je me souviens, j'avais lu des articles sur elle dans la presse. Et quand ils en parlaient, pour moi, c'était quelqu'un qui coachait, mais les hautes dirigeantes d'entreprise. Donc, un jour, je croise une amie qui me dit « Ah, j'ai pensé à toi, j'ai rencontré Shin Lanzmann, je fais un atelier avec elle, c'était génial. » Je me dis si mon amie y va, je peux y aller. Pas. Donc, je me suis inscrite, voilà, et j'ai découvert ça et je me suis dit « Tiens, c'est intéressant, mais voilà. » Et puis, en fait, dans les années 2010, juste au moment où je suis rentrée dans l'innovation, etc., peut-être un tout petit peu après, j'ai lu la première édition de son excellent tout à fait, moi aussi, de l'auto-coaching au féminin. Ouais. Et là, mais ça a été une révélation pour moi. Pour moi aussi. Que j'avais l'impression, en lisant ce qu'elle observait chez les femmes, donc avec les impacts qu'il y avait derrière, je me suis dit, elle me filme en fait, elle raconte ma vie. Donc, par exemple, vous êtes une femme, vous travaillez bien, vous avez toujours des évaluations formidables dans vos entretiens annuels, etc. Tout le monde est toujours très content de vous, mais alors les promos, il n'y en a pas. Donc, quand on voit à côté ses collègues hommes qui sont rentrés d'eux-mêmes, qui peuvent avoir des super évaluations ou des moins bonnes évaluations, qui, eux, deviennent chef de service, chef de dev, directeur, commence à avoir des bagnoles de fonction et tout ça. Même si moi, c'était pas ce qui me drivait, je me disais, moi, j'en ai ras-le-bol d'être au fond de la mine, à faire des petits trucs et tout. Et en fait, j'ai compris que on me disait, tu travailles bien, mais je disais pas, mais voilà, moi, je voudrais changer pour être manager, pas changer de poste comme je l'ai fait, mais peut-être devenir manager ou, enfin voilà, proposer moi-même des choses, me positionner, être claire dans mes intentions. Voilà. Et donc, j'ai découvert, grâce à Shin, déjà, ne serait-ce que son propre positionnement, le fait de s'affirmer sans écraser les autres, mais de s'affirmer en disant, voilà, moi, je souhaite évoluer pour telle et telle raison et plutôt dans tel et tel domaine. Voilà. Et alors, moi, ce que je trouve extraordinaire chez Shin, parce que ce qui peut faire peur parfois chez certains coachs, hein, mais même si c'est de moins en moins le cas, mais c'est des gens qui peuvent paraître complètement perchés aussi. Enfin, je fais un rapport avec le Kundalini Yoga, mais voilà, c'est comme les profs de Kundalini Yoga, il y a le pire et il y a le meilleur chez les coachs. Et donc, il y a des coachs qui sont très prises de tête, etc. On comprend un mot sur trois de ce qu'ils disent. Shin, elle est très directe. Et puis surtout, elle a une boîte à outils extraordinaire. Elle nous présente ses outils, elle nous apprend à les utiliser. On les utilise, on la revoit quelques semaines après en disant « ça c'était facile, là je me suis vautrée, donc on refait les trucs, pourquoi tu t'es vautrée ?» etc. Et donc, comme c'est une femme qui se forme tout le temps, etc., qui a de nouveaux outils et qu'elle transmet avec plaisir, en fait, c'est une richesse extraordinaire. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que j'avais fait une formation dans le cadre du DIF, en fait, un programme de 10 semaines de leadership au féminin. Donc, c'était une journée par mois pendant 10 mois, je crois. Voilà. Après, j'ai des collègues qui ont fait aussi, toujours dans le cadre du DIF, cette formation. Et en fait, on se retrouvait dans un cercle où, entre nous, on comprenait en disant, mais là, par exemple, quand on avait une difficulté dans le travail, on disait, OK, est-ce que tu as exprimé tes besoins ?
Et donc, exprimer ses besoins. Alors, je ne vais pas le faire là parce que le temps ne serait pas suffisant, mais vraiment, j'engage les gens qui nous écoutent ou regardent à aller sur le site de Chine Lanzmann, aller également sur son compte LinkedIn parce que depuis la rentrée, elle met en ligne des petites vidéos de 4-5 minutes où elle présente ses outils. Voilà, donc ça permet un peu de mieux comprendre le type d'outil qu'elle met à disposition. Et elle est très facile d'accès, à la fois dans ce qu'elle dit et dans sa personnalité. On va la voir, enfin, je veux dire, ça pourrait être une superstar, mais elle est hyper accessible, elle est très drôle. Après, elle est comme tout le monde, elle a une personnalité qui peut plaire ou pas plaire, mais franchement, c'est une femme qui est formidable. Et donc, moi, j'ai appris avec elle, justement, à me connecter à mes besoins, à faire des demandes claires. Moi, je déteste les gens, je connais autour de moi, j'ai des gens qui sont toujours en train de se plaindre, j'ai trop de travail, machin, ça. Ok, alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est quoi ta demande? C'est juste pour se plaindre, moi, je ferme les écoutilles, j'ai passé l'âge où je perds du temps avec des gens toxiques qui chouinent toute la journée. Et puis, il y a le rendez-vous avec soi-même, donc ce fameux rendez-vous, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, voilà, où on liste tout ce qu'on a fait et on ne se focalise pas uniquement sur ce qu'on a mal fait. C'est tout ce qu'on a fait. Et c'est là, en fait, où on se rend compte, en prenant un peu de recul, en disant, mais ne serait-ce que cette semaine, ah ouais, j'ai fait tout ça, parce que parfois on dit, ah non, mais j'ai pas vu la semaine passée, j'ai rien foutu. Ok, quand on liste tout ce qu'on a fait, en disant, ça, je l'ai bien fait, ça, effectivement, je me suis un peu vautrée là-dessus, et peut-être que, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit mieux la prochaine fois? Mais en fait, ça regonfle l'ego en disant non, je ne suis pas là pour brasser du vent, je fais des choses, voilà, je progresse et je fais des choses incroyables. Donc ça, c'est vraiment très important. Et elle a fait un TED Talk sur le rendez-vous avec soi-même qu'on trouve sur la plateforme du TED, il est en français. Voilà, c'est vraiment super. C'est aussi à quoi je dis oui quand je dis non. Moi, je me souviens la première fois qu'elle nous a dit ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, apprendre à dire non, c'est très difficile, en particulier quand on est une femme, puisqu'on n'a pas été formaté pour dire non, on est plutôt là pour essayer d'aider tout le monde. Et donc, ok, j'ai une collègue, j'ai mon boss qui part un mardi soir et qui me dit j'ai complètement oublié, j'ai un truc hyper urgent à faire pour demain, est-ce que vous pouvez le faire? Vous êtes en train de plier vos affaires, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous. Le risque, si on ne sait pas dire non, c'est que du coup, on redéface nos affaires et qu'on se colle le dossier du boss. Alors, je vais ouvrir mon chat. Désolée. Allez, à tout à l'heure. Effectivement, qu'on se retrouve à faire le boulot que le boss a oublié de donner avant. Hein. Peut-être qu'il nous était dévolu, c'est juste qu'il ne l'a pas donné au bon moment. Voilà, le risque, en fait, quand on ne sait pas dire non, déjà, c'est que le boss se dise, ok, elle est disponible. Pourquoi j'ai pas besoin de m'organiser, je peux lui donner la veille pour le lendemain, même à 18h au moment où elle a envie de partir, etc., parce que finalement, elle doit être disponible. Voilà, enfin, et puis on peut imaginer tout un tas de scénarios comme ça. À quoi je dis oui quand je dis non? Je dis non, je sauve ma soirée, je vais aller retrouver mes enfants à l'heure, je vais retrouver mon conjoint, ma conjointe à l'heure, je vais pouvoir aller bouquiner, aller au cinéma, au resto, bref, dormir, peu importe, mais je sais à quoi je dis oui quand je dis non. Par contre, si je dis non et j'accepte tout le temps, je vais râler. Je vais auto-râler en restant toute seule au bureau, en finissant un dossier, et puis ça va se reproduire la semaine d'après, le mois d'après et tout. Et puis un jour, on pète les plombs en disant mais c'est bon, elle a une super bonne poire, et de toute façon, à quoi ça me sert? À rien. Je me mets en stress parce que l'autre n'est pas organisé en face de moi. Donc, stop. Donc, savoir dire non, proposer des solutions, parce que l'idée, c'est pas de devenir d'un seul coup le super bougon qui refuse tout, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est que ça ait un sens, le fait de dire non, et de proposer des solutions, de les étudier. D'ailleurs, pas forcément tout proposer soi-même, mais étudier des solutions pour que le boss, qui est aussi payé quand même pour organiser le travail, puisse prendre des bonnes décisions. Peut-être qu'il faut recruter quelqu'un de plus, peut-être que, je ne sais pas, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Mais voilà. Et alors là, franchement, Chine, elle est hyper fortiche pour ça. Et enfin, c'est des choses qu'on pourrait apprendre quasiment à l'école, mais pour tous, hein, femmes comme garçons, parce que tous ces outils sont utiles à tout le monde et puis ils permettent une communication qui est beaucoup plus respectueuse des autres, justement. Dire non, c'est pas aboyer sur quelqu'un, c'est juste expliquer pourquoi non.
Après, rien n'empêche un jour de dépanner un boss, un collègue, etc., qui est dans la mouise et de foutre une soirée en l'air. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas de se faire marcher dessus en acceptant de tout faire. Voilà. Moi, je trouve que c'est bénéfique pour son équilibre personnel, pour l'équilibre d'une équipe, mais idem pour les chefs d'entreprise. Hein, être bien équilibré. Et certains de tes invités précédents en ont parlé. Tout à fait. Bah, écoute, ce que tu dis de Chine, c'est exactement ce que je pense. Et j'ai moins partagé avec elle. J'aurais voulu la faire, la formation dont tu as parlé, mais j'avais pas le budget à l'époque, j'avais pas le temps. Et puis c'était la période où vraiment j'étais très malade, donc c'était dans mes regrets à l'époque, mais finalement, bah, j'étais pas disponible. Mais par contre, depuis quelques mois, elle fait des ateliers de supervision entre coachs qu'elle offre gratuitement comme premier échange, et donc j'ai participé 3 ou 4 fois là à ça. Et dans pas longtemps, là, je vais faire en version payante. Je vais me faire superviser par elle en fait. Parce que quand on est coach, même si moi je vais pas faire du coaching, je propose pas du coaching en face à face, mais je suis en train de préparer mes outils de coaching en ligne. Si on a un minimum de déontologie et qu'on est vraiment dans la démarche du coaching, il faut être supervisé en permanence pour avoir du recul et pas être dans tous les mécanismes toxiques de transfert, etc. Et j'ai pris différents contacts qui me conviennent pas trop. Par contre, Chine Lanzmann, en 20 ans, elle a super bien évolué. Elle est super concrète, tout en étant comme tu disais tout à l'heure, elle s'adresse à des chefs d'entreprise, à des gens de différents niveaux, et avec elle, on est toujours à l'aise. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas ce que les autres en pensent, qui la connaissent, mais elle met à l'aise les gens et elle s'adapte vraiment. Et ce qu'elle nous propose est du concret. Et moi, j'ai décidé l'année prochaine de me faire superviser par elle en petits groupes, à la fois pour des raisons de budget, mais je ferai des séances en individuel avec elle aussi. Elle a un tel impact, elle a une vision très claire en fait des choses, quoi. Et elle aide, comme tu dis, à reprendre confiance, parce qu'on a toutes ces problèmes-là, hein, les histoires de plafond de verre, de confiance en soi, etc. Et ce que j'apprécie aussi, c'est dans ce que tu as dit, elle a été formée en communication non violente. Et je pense que c'est une des premières, hein, dans les années 2000 à avoir apporté la communication non violente de Rosenberg en France, et elle a fait beaucoup de formations aux États-Unis et tout ça. Moi, honnêtement, les stages de communication non violente, franchement, je trouve ça très chiant. Il y a toute une rhétorique qui est, enfin moi que je trouve chiant, et voilà. Mais fait avec Chine Lanzmann, on le voit très concrètement. Et c'est ce que tu viens de donner comme exemple avec à quoi j'ai dit non, à quoi je dis oui, et enfin ça. À quoi je dis oui quand je dis non. Voilà, c'est ça. Et du coup, je trouve que moi, ça me fait passer je comprends beaucoup mieux la communication violente comme ça, alors que quand on est avec des puristes enfin, des gens qui se disent puristes sur ça, où ils mènent tout un truc là de rhétorique, bon, et ça va, quoi. Là, moi, ça me saoule, quoi. Donc, je vois qu'on a eu les mêmes, comment dire, impressions et partages. Donc, le livre. Ce que j'ajoute par rapport à ce que tu dis, moi, je trouve que ce qui est aussi intéressant dans l'approche de Chine, c'est les travaux en groupe. Voilà. Parce qu'il y a une dimension un groupe qui a géométrie variable, parce qu'il y a des gens qui rentrent à un moment quand d'autres sortent. C'est un groupe qui est tout le temps en mouvement, puisque les gens, on ne leur demande pas de faire de janvier à décembre, hein, ils arrivent quand ils peuvent. Et il y a une énergie de groupe. Moi, j'ai rencontré des femmes absolument formidables avec qui j'ai noué des réelles relations professionnelles chez Chine, en fait. Et il y a vraiment, on est porté aussi par le groupe. Elle a une grosse qualité d'animation de groupe et de mettre en connexion les gens, etc. Ça, c'est certain. Et le livre, pour les auditeurs quand tu l'as montré donc sur YouTube, on le verra. Mais donc le livre, ça s'appelle Le guide de l'auto-coaching des femmes. La première édition date du début des années. Pour les femmes. Comment? Oui, c'est le guide de l'auto-coaching pour les femmes. Il y a une nouvelle édition. Là, voilà. Moi, j'ai la première édition qui date des années 2000, et celle que tu as montrée, c'est une des éditions récentes où elle a réenrichi le truc. Et là, on est toutes les deux à la recommander. Moi, j'avais l'intention de l'inviter, Chine Lanzmann, sur mon podcast,
Mais je t'avouerai que pour l'instant, j'osais pas trop. Mais là, du coup, je crois que je crois que je vais pas attendre le début de l'année prochaine. Je vais l'inviter maintenant. Après, on verra la date si elle accepte de le faire. Mais je vais oser l'inviter. Voilà, tu me donnes l'élan pour oser l'inviter parce que je me dis après tout, elle t'a apporté beaucoup à toi, à moi et à beaucoup d'autres femmes. Donc, ça serait bien de venir l'entendre et qu'elle partage tout ça. Après, comme autre sujet qu'on partage aussi, et moi, j'avais dans le temps une vie très tournée sur l'art, et c'est beaucoup moins le cas maintenant. Et c'est pas les histoires du confinement, mais les difficultés à marcher, la gestion de la fatigue, etc. J'ai un peu mis de côté les déplacements, les visites d'expo, etc. Et tu fais partie des gens sur Instagram des personnes sur Instagram qui pour moi sont des formidables fenêtres. Tu me permets de visiter des expos où de toute façon je ne serais pas allée. Donc je t'en remercie et j'aime énormément cette fenêtre sur le monde du beau que tu nous apportes régulièrement. Et est-ce que tu as quelque chose à partager sur ça, l'importance que ça a pour toi dans ta vie, voilà, cette notion du beau, de découverte Déjà, je pense que le fait d'être, quand on voit des choses belles, quelles qu'elles soient, hein, ça peut être une toile de maître, ça peut être un bâtiment, ça peut être un paysage, etc. Tout de suite, on ressent un effet sur soi, sur son bien-être. Si on nous met dans un environnement absolument terrifiant, tout gris, avec des barreaux, etc., enfin, confère par exemple des gens qui sont en prison, mais voilà, c'est être entouré de lait, ça ne fait pas de bien, et donc être entouré de beau, je pense que ça fait du bien. Moi, je suis très sensible à l'art parce que ce que j'aime, c'est le fait que l'art nous pousse à nous interroger sur notre rapport à ce qui nous entoure, que ces choses soient abstraites ou très concrètes, hein, sous forme une table, une pomme, peu importe. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que, en fait, l'art, c'est pas forcément beau, ça peut être laid. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne pourquoi on a voulu que ce soit laid, et puis déjà ce que nous, on peut trouver laid aujourd'hui ou beau aujourd'hui, confère le cubisme, etc. Quand c'est sorti, les gens trouvaient ça laid. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qu'on a complètement intégré, qui nous paraît classique, entre guillemets. Voilà, peu importe que ce soit un élan spontané ou qu'on ait besoin d'une explication pour comprendre ce qu'a voulu dire l'artiste, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne se rend pas indifférent. Et je pense qu'on prend n'importe quel public, des publics formés, des publics pas formés, on les emmène voir des œuvres, et ben tout le monde, enfin, il suffit de voir des vidéos, des caméras cachées, des petits micro-trottoirs qui sont faits avec des gens de toutes conditions. Quand on met des gens devant du beau, devant des toiles, dans des musées, etc., il se passe quelque chose. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que disait Frédéric Fillou, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, parce que d'un seul coup, effectivement, le fait de voir une maison et puis d'un seul coup de se dire tiens, cette maison est peinte, voilà, ça me fait penser, puisque tu vis en Normandie, à David Hockney, qui est un peintre anglais que j'adore. David Hockney, depuis début 2020, il vit en Normandie. Il est allé à Bayeux, il est tombé amoureux de la Normandie, et le type, ça faisait 40 ans qu'il vivait en Californie. Hein, donc tout le monde se dit qu'est-ce qu'il vient faire dans le pays d'Auge, sous la pluie. Et en fait, comme tout le monde, il s'est retrouvé confiné. Et là, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il a peint tout ce qu'il a vu autour de lui. Donc, souvenons-nous, mars 2020, début du printemps, et on a tous vu pousser les fleurs, mais même ceux qui sont en ville. Tout le monde regardait les bourgeons du moindre arbre, les morceaux de nature qu'on avait sous les yeux. Lui, il a fait la même chose, sauf que comme il était en pleine nature, il a peint ça. Donc, il y a eu une première exposition qui a eu lieu à Paris l'an dernier. Donc, quand tous les musées étaient fermés, il y avait une galerie qui était ouverte où il y avait des toiles de David Hockney. On faisait la queue pendant 2 heures pour y aller. C'était formidable. Et là, il est exposé donc, au musée de l'Orangerie pendant quelques semaines où il y a une toile, enfin, c'est pas une toile, c'est un rouleau en fait de 90 mètres de long où il a peint les 4 saisons de son environnement à côté de Beuvron en Auge. Voilà, c'est incroyable. Et là encore, c'est accessible à un enfant de 3 ans. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde regarde, chacun ressent ce qu'il veut. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un vieux monsieur. Il a 85 ans. Ça fait depuis que l'iPad existe, il s'est emparé de l'iPad, il travaille dessus. Et voilà. Après, soit il travaille en toile, soit il imprime.
là en l'occurrence c'est des impressions de choses qu'il a faites sur son iPad. C'est incroyable, c'est comment on s'approprie son environnement. Il était en Californie, il peignait des piscines, et maintenant il est en Normandie, il peint des maisons à colombage, des pommiers, de l'herbe, la petite place de Beuvron en Auge, c'est génial. Il y a eu, alors moi j'ai évidemment j'ai suivi ça de près parce que déjà Beuvron-en-Auge, c'est pour nos auditeurs, on va préciser que c'est à côté de Pont-l'Évêque, donc pas loin de Deauville-Trouville, dans le cœur du pays d'Auge. Et évidemment, on en a parlé. Et là maintenant, quand je vois l'expo à Paris, que je verrai pas de vrai, mais que je vois sur des différentes personnes que je suis, c'est extraordinaire. Il y a eu une petite exposition aux Dominicaines de Pont-l'Évêque, mais qui a été très confidentielle, avec un accès très réservé, avec les contraintes, etc. Donc celle-là, je l'ai vue sur les derniers jours de septembre. Il n'y avait pas grand-chose, mais ça donnait déjà une petite idée. Et c'est vrai que cet exemple est formidable. Et comme tu dis, chacun va en prendre sa lecture et moi, j'aime beaucoup le côté joyeux de ces couleurs. Et puis, c'est aussi un très bon exemple de résilience parce qu'on était tous enfermés et on n'a pas tous vu et vécu la même chose, quoi. Et de savoir regarder la nature malgré la contrainte ou le fort choc dans lequel on était au printemps 2020. Pendant ce temps-là, on imagine, lui, il était avec son pinceau et avec les pommiers en fleurs et je trouve ça très, très chouette. Et maintenant, avec le partage des réseaux sociaux, c'est formidable parce qu'on peut le voir Oui. voilà, en étant à distance et ça, c'est super. Merci de le rappeler. Alors, le petit clin d'œil pour aller vers la fin de notre échange, c'est l'attachement envers les animaux. On a vu ton chat passer tout à l'heure. Moi, c'est les chiens en particulier. Mais quand même, peut-être tu pourrais nous parler de Nala, ta filleule, qui n'est pas un chat. Nala est une truie, voilà. En fait, donc bon, moi j'ai toujours été passionnée par les animaux. Je pense que comme beaucoup de gens, on a tous vécu notre enfance avec Walt Disney et des animaux qui étaient humanisés, etc. Mais voilà, pour vivre depuis longtemps avec des chats, et donc des chats avec des caractères très différents, je me rends compte à quel point, à la fois, ce sont un peu des maîtres pour nous. En tant que yogiste, quand je regarde mon chat, je suis quand même très impressionnée de voir à quel point il y a des choses qui sont innées en eux, que ce soit les postures, que ce soit où se mettre, à quel moment, en fonction de la météo et tout. Moi, je suis très impressionnée par les chats. J'adore les chiens aussi, mais en ville, je trouve que c'est vraiment pas un cadeau d'avoir des chiens. Mais si j'habitais à la campagne, je pense que j'aurais au moins un chien, si ce n'est plus. Je suis végétarienne aussi, et pour des raisons de cause animale. Voilà, j'adhère à l'association L214 et en fait, moi qui pensais, je pense que je me suis fait leurrer par le marketing que les petits cochons et les petites poules qui étaient élevés en pleine nature, en fait, pas du tout. Elles sont élevées dans des cages, dans des trucs concentrationnaires absolument épouvantables. Et en fait, moi, je ne veux pas cautionner ce système. Donc, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande il y a des années. Je ne suis pas végane, je mange des œufs et du fromage. Alors, j'achète les œufs, pas tout le temps, mais bon, une fois sur deux, l'œuf qui ne tue pas la poule, ça coûte une blinde, c'est 3 fois le prix d'une boîte d'œufs classique. Mais au moins, voilà, ça permet à des poules de vivre une vie décente après leur retraite, entre guillemets, qui est évaluée à environ 18 mois. Alors, Nala, qui est Nala? Donc, ma filleule qui est hébergée comme un certain nombre de cochons dans un refuge. C'est souvent des cochons qui arrivent à s'échapper des univers concentrationnaires qu'on vient de décrire et qui sont récupérés par des gens qui les amènent dans des refuges spéciaux. Donc, ce refuge a un nom assez amusant qui est le refuge Groin. Voilà. Donc, c'est que des cochons, alors, du coup, là, ce refuge-là. Alors, on va dire que c'est à 80% des cochons, mais il y a aussi des ânes, des chèvres, des chats, des chiens, etc. Mais bon, 80% des cochons. Nala, comme beaucoup de cochons qui ont vécu dans ces univers épouvantables, a perdu la vue. Et ses yeux étaient très infectés, donc ils ont été obligés de lui retirer les globes oculaires. Désolée, c'est pas très ragoûtant.
Mais alors, elle est hyper joyeuse. Donc, l'avantage de ce refuge Groin-Groin, c'est qu'on a la fiche des animaux que l'on parraine, donc on voit comment ils évoluent. Il y a des petits films qui sont très souvent mis en ligne. On voit qui sont ses copains, avec qui elle se frite de temps en temps. Bon, malheureusement, il y a plusieurs cochons comme elle qui ont perdu la vue. Et en fait, elle est très joyeuse. Et déjà, les animaux, quand on s'intéresse aux animaux, on s'aperçoit que le cochon, c'est un animal qui est à la fois extrêmement sensible, très intelligent. Pour la petite histoire, Georges Clooney, qui est aussi un fan d'animaux, avait dans ses grandes maisons, je ne sais où, plusieurs animaux, des chiens, etc. Et il avait aussi un cochon auquel il était très, très attaché. Et en fait, il disait qu'il était épaté par l'intelligence du cochon, mais même par rapport à ses chiens, le cochon était 100 fois plus intelligent que son chien le plus intelligent. Donc voilà, moi j'étais très contente de pouvoir aider un cochon. Et je suis ravie de savoir que Nala, donc, est très joyeuse, qu'elle gambade tout le temps. Elle a une copine qui s'appelle Gertrude. Et voilà, je les vois très régulièrement gambader. Et j'espère pouvoir, cette année, aller la voir. Elle est près de Laval, je crois. Voilà. Mais j'ai les petites vidéos en attendant et je la trouve trop mignonne. Mais écoute, tu vois, je découvre aussi quelque chose. Je savais pas qu'il y avait des refuges pour ce type d'animaux de ferme, où effectivement, maintenant c'est justement plus des animaux de ferme, mais des animaux de ces grands élevages industriels. Et on a perdu complètement le contact qu'on a pu avoir. On a grosso modo le même âge, on a pu avoir ça dans notre enfance, mais maintenant il y a plus tout ça dans les fermes. Donc j'avais même pas idée. Et quand on a parlé sur Instagram, j'étais vraiment surprise. Je savais pas du tout que ça existait. Et en tous les cas, ces parrainages-là sont une bonne façon aussi de faire passer le message et puis de reconnecter. Donc bravo à toi de t'intéresser à tout ça et de venir nous le partager. Et ben écoute, pour aller sur la fin de notre entretien, tu as écouté, je crois, plusieurs précédents épisodes. Alors tu sais qu'il y a 2 questions pour tous les invités de manière identique. Dans ton quotidien, comment fais-tu le lien entre ta santé et ton alimentation? Alors déjà, je pense qu'on a tous un peu en tête la phrase d'Hippocrate, hein, qui est de dire que l'alimentation est ta première médecine. Ensuite, moi j'ai ma mère qui a vécu toute son enfance dans une ferme, qui était enfant de fermier, etc. Nous a toujours appris à cuisiner voilà, les légumes du moment. On ne mangeait pas de plats transformés, etc. Donc moi j'ai pas eu l'habitude de ça. Et puis en fait, je pense aussi à une phrase qu'on utilise, alors y compris dans les projets d'entreprise, mais qui est le garbage in, garbage out, le fameux effet gigot. C'est valable sur nous aussi, hein. Si on absorbe des aliments épouvantables, forcément on ne va pas bien. Confère le film Super Size Me, qui a été fait par un Américain au milieu des années 2000, où pendant 30 jours, hein, seulement 30 jours, en mangeant chez McDo matin, midi et soir, Ouais. il a pris 11 kilos et il a eu des effets sur sa santé au bout de 3 semaines. Donc, je crois qu'on a aujourd'hui tous les infos pour se dire, OK, il faut arrêter avec ça. Donc moi, en tout cas, je n'ai jamais commencé, c'est l'avantage. Alors c'est sûr que ça demande un peu de temps de cuisiner, de faire ses courses, d'aller choisir des bons produits et tout. C'est pas forcément une question de budget. Moi, je suis une grande adepte de France Guillain, que tu dois connaître, Oui, bien sûr. j'imagine. Ouais. Voilà, moi je mange quasiment un miam aux fruits tous les matins. Donc, petit assemblage de fruits, d'huile et de graines broyées. Mhm. Le miam aux failles aussi, qui a été. Le miam aux failles, c'est comment on compose une assiette avec 5 types d'aliments pour avoir un repas équilibré. Voilà, c'est à la portée de tout le monde, c'est pas un truc de bobo, mais c'est sûr que ça demande le temps de se poser, d'aller choisir des aliments, etc. Et de les cuisiner. Donc oui, ça prend du temps. Après, peut-être qu'on regardera un épisode de moins de la série Netflix du moment, mais qu'au moins on aura bien mangé. En tout cas, moi, ça me paraît une évidence. Quand on est végétarien aussi, on redouble de vigilance sur tout ce qu'on mange, puisqu'on est obligé de faire des choix équilibrés, histoire de ne pas avoir des manques de calcium et autres. Et puis, j'ai découvert, et tu m'as aidé dans cette prise en main, le vitaliseur de Marion. Ah, j'allais en parler. Oui, voilà. Voilà, qui permet effectivement la cuisine à la vapeur douce, donc qui ne dépasse pas 95 degrés, qui est un outil absolument formidable pour cuire et cuisiner à peu près tout, qui coûte
pas du tout le prix d'un Thermomix. Hein. Alors, c'est sûr que ça ne va pas vous faire la purée toute seule. Hein. Ça, il faut un peu d'huile de coude. Mais franchement, les légumes ont un goût mais incomparable. Faire cuire des œufs, c'est parfait. Moi, ce que je reproche juste, c'est que quand on achète le matériel, c'est livré avec un espèce de petit book qui n'est pas extraordinaire. Et puis surtout, ils proposent un abonnement. Moi, je déconseille de prendre l'abonnement. Un magazine qui s'appelle 95 degrés où on a l'impression que c'est que pour des chefs 2 et 3 étoiles parce que les ingrédients sont introuvables, il faut des heures de préparation, donc inutile de dire que le truc il reste dans un coin. Alors heureusement maintenant il y a des groupes Facebook de gens qui se donnent des bonnes recettes de cuisine de famille. Voilà, on peut faire un gâteau au chocolat, cuire un œuf, du riz, un poisson, une viande, je ne sais quoi. Et franchement, mais quand on a mangé des légumes cuits au vitaliseur de Marion, bah, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même saveur. On sait qu'ils gardent toutes les vitamines et les sels minéraux. Il faut juste faire attention quand on ouvre le couvercle à bien jeter l'eau qui était dedans, puisque la particularité, c'est que c'est ce qu'on appelle la cuisine quantique, c'est-à-dire que tout est calculé suivant le nombre d'or. Et effectivement, l'eau de la vapeur ne retombe jamais sur les aliments. Voilà, c'est formidable. Ça demande un investissement parce que ça coûte à peu près 200 euros. Il y a toujours des promos. Hein. C'est intéressant quand on va en acheter un d'attendre une promo ou d'aller sur un groupe Facebook et demander un code à quelqu'un. Confère le Thermomix qui est à plus de 1000 euros. Enfin, franchement, moi, j'ai pas envie d'un Thermomix. En plus, je trouve ça très laid, même si ça a plein de trucs pratiques. Mais le vitaliseur de Marion, je m'en passerais pour rien au monde. Ouais, pour moi, c'est pas du tout comparable. Moi, j'ai eu le vitaliseur à Noël, je réfléchis pour pas dire de bêtises, à Noël 2006, où j'étais vraiment dans mes années horribles, où j'étais vraiment malade. Et pour moi, ça a été le premier gros départ vers le bien, quoi, en fait. C'était mon médecin à Bordeaux qui était exceptionnel et qui m'a envoyé sur plein de sujets alternatifs et qui m'avait dit allez voir Machine dans la banlieue de Bordeaux, faire des ateliers, etc. Et puis acheter ce vitaliseur et puis changer votre alimentation en mangeant plein de légumes au vitaliseur. C'est comme ça que ça a commencé pour moi de voir qu'avec la fibromyalgie, on pouvait vraiment renverser les choses avec l'alimentation. Tu disais que c'est évident, le lien entre l'alimentation et la santé, mais ça l'est pas tant que ça. Moi, c'est ce que j'ai découvert d'abord sur ma propre histoire, et puis en discutant avec les autres malades de fibromyalgie et de ces maladies inflammatoires. C'est pas si évident et c'est pas si évident après de retourner les choses de façon à reproduire quelque chose de positif. Les effets sont pas immédiats. Mais en tous les cas, moi, depuis Noël 2006, je vis avec mon vitaliseur. Il est en permanence sur la plaque, il est jamais dans un placard, il est sur sa plaque et il sert quasiment tous les jours. Bon, il est un petit peu cabossé parce que malheureusement j'ai fait tomber le couvercle et bon, mon père me l'a un peu réparé, et, voilà, mais il marche, ça n'a pas mis en défaut son fonctionnement. Et quand les rares fois où je suis partie en vacances ou en cure thermale pendant 3 semaines, je l'emmène parce que je ne sais plus me faire à manger autrement maintenant. Et c'est très bien que tu en parles. Je saisis l'opportunité justement pour rebondir parce que s'il y a un truc à faire, on peut déjà commencer par ça. Et l'investissement, effectivement, c'est dans les 200-250 euros. On peut se dire, c'est cher. Oui, mais enfin, ça change tellement tout. Et puis après, on n'a plus besoin de rien d'autre. Hein, donc, c'est voilà. Ça. Donc, ça. Effectivement, le secret, comme tu dis, c'est de le laisser tout le temps sortir. Exactement. Et puis, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui facilite la prise en main parce qu'au début, on peut être un peu déconcerté. Moi, j'avais fait des ateliers avec une femme qui s'appelle Catherine à Bordeaux, mais qui n'existe plus. Je me souviens plus de son nom, mais peu importe. Et j'avais fait des premiers ateliers comme ça de cuisine dite vitalité. Et c'est vrai que ça m'avait donné l'élan parce qu'au début, on ne sait pas trop bien. Alors moi, je reconnais que j'en ai un usage certainement restreint ou parce que je mange finalement maintenant ce que je peux manger est assez restreint, mais j'ai trouvé ce qui me convient, donc je cultive ça. Donc moi, c'est les légumes et des légumes et des légumes, le poisson, le tofu et le riz. Je cuis mon riz, mes légumineuses et tout ça dedans. Donc tout
tout ce que je mange, en fait, est cuit là-dedans, quoi. Il y a un petit peu de wok l'été, mais très, très peu. Par contre, je me lance pas à faire des gâteaux alors qu'on peut le faire. Mais comme j'essaye pour le gluten et que je pense que le problème, il est plus que le gluten, il est qu'on mange trop de farine. Donc, moi, j'ai décidé de ne plus manger de farine. Voilà, du tout. Donc, alors pas à 100%, mais enfin, je pense qu'il faut aller plus loin sur le sans gluten. Et du coup, je fais pas de gâteau dit sans gluten. Voilà, dans l'idée de réduire les farines qui collent les intestins et c'est pas une bonne chose pour l'inflammation. Enfin bref, donc ça m'amuse qu'on partage ça parce que tu vois, on pourrait continuer longtemps. Alors je précise pour France Guillain, elle est très connue aussi pour les bains dérivatifs et elle est dans la même lignée que le docteur Kousmine et que Marion Kaplan qui a créé le vitaliseur. Et quand on s'intéresse à l'alimentation pour faire baisser l'inflammation, on tombe forcément sur ces personnes-là et le docteur Seignalé. Donc voilà, là j'ai cité les 4 noms principaux. On a la clé et je vois que tu es dans ça. Donc voilà, on retombe toujours sur les bons trucs, hein, même si ça paraît un peu bizarre au début, mais voilà. Alors pour terminer, quelle est ta suggestion pour rallumer les étoiles dans sa vie? Alors, compte tenu de ce que j'ai dit avant, je pense que je ne vais pas trop t'étonner en parlant de Kundalini Yoga. Vraiment, ça rallume complètement les étoiles. Vraiment, parce qu'on sent les étoiles autour de soi après une séance. Hein. Donc, voilà, encore une fois, sans rien fumer, sans rien avaler, hein, je vous le promets. C'est extraordinaire, l'effet de ces mouvements, des chants et des mudras, c'est formidable. Comme ressource, je vous conseille, il y a plein de choses en ligne, hein, voilà. Si vous voulez voir une approche, j'ai acheté plusieurs livres sur le Kundalini Yoga, je vous conseille vraiment celui-ci de Caroline Benezet, voilà, qui est vraiment très bien, c'est très pédagogique, elle explique bien pourquoi ça a un effet, quelles sont les routines et tout. Alors parfois c'est un peu extrémiste, hein, moi je ne me lève pas à 5 heures du matin pour aller chanter des mantras, mais je trouve qu'on comprend bien. Et puis, elle donne vraiment des séances, etc. Donc, il suffit d'avoir pris quelques cours, même en ligne et tout. Après, pour avoir son exercice un peu, même quelques minutes par jour, c'est vraiment très bien. Ça permet de refaire sa routine, de se remettre à une routine simplement. C'est ça l'intérêt. Tu peux redire le titre du livre et de l'auteur? Oui, c'est Kundalini and Me. Donc, c'est écrit en français, hein, mais le titre est en anglais parce qu'elle a travaillé longtemps aux États-Unis. Voilà, de Caroline Benezet, Benezet. D'accord, voilà, je te mettrai dans il y a même des recettes et tout. Enfin, franchement, c'est bien fait. Puis c'est en fonction des saisons. Donc, si vous l'achetez maintenant, vous pouvez avoir le Kundalini Yoga de l'automne. Pour les mudras, je vous conseille une application gratuite qui s'appelle Mudra Solution, qui a été créée par Juliette Dumas, qui est vraiment une femme qui s'est spécialisée dans les mudras, donc les petits gestes des mains. Voilà. Quand vous approchez des religions, vous observez que dans toutes les religions, quasiment, il y a des chapelets, etc., avec des intentions derrière. Mais en fait, c'est ce travail sur la pulpe des doigts qu'on travaille avec Eva Rushford dans le yoga, qui n'est pas du tout du Kundalini chez Eva, mais qui est du Hatha Yoga classique. Voilà. Mudra Solution, vous arrivez, vous avez un problème, vous êtes stressé, vous avez mal au ventre, je ne sais pas quoi. Vous allumez l'appli, elle va vous proposer un petit mudra guidé. C'est hyper bien foutu et c'est gratuit. Donc, ne vous en privez pas. Super. Et puis, également, tout ce qui est respiration, la cohérence cardiaque. Donc là, pareil, application gratuite, Respire Relax. Exactement, vous l'écrivez comme ça se prononce. C'est une petite application qui va vous guider pour prendre le temps de vous reconnecter à votre respiration. Respiration très importante. On est en respirant, on meurt avec notre dernier souffle. Donc la respiration, ça fonctionne tout le temps. C'est un outil qu'on a en permanence sur nous. Sauf que dans nos civilisations occidentales, on n'apprend pas à l'utiliser. Et donc, savoir bien respirer et donc se poser à certains moments en disant « Ok, là, je suis stressée, je suis fatiguée, peu importe. » Il faut s'asseoir, surtout ne pas s'allonger. S'asseoir et on se fait aider par cette application. Et en 5 minutes, en fait, on inspire, on expire, on suit. C'est un petit curseur qu'on suit sous les yeux. Il y a aussi plein de versions sur YouTube, etc. Ça dure 5 minutes. Si vous le faites, déjà vous le faites une fois, vous allez tout de suite sentir la différence.
Si vous le pratiquez tous les jours, 1, 2, 3 fois, sincèrement, moi je le fais même pas 3 fois, hein, mais c'est hyper bénéfique dans la durée, ça rééquilibre tout le système nerveux, c'est Tout à fait. absolument incroyable. C'est gratuit, c'est à la portée de tout le monde, il faut juste être guidé et cette application est très bien faite, c'est supervisé avec des médecins, vraiment très très important. Et puis la respiration alternée lente. Alors là, il suffit de boucher une narine, on finit comme ça chez Eva Ruche-Paul, on inspire avec une narine, on fait une pause entre les deux, on expire avec la deuxième narine. Donc on fait ça toujours assis avec le dos bien droit. On le fait pendant plusieurs minutes et ce qui renforce encore ça, c'est on imagine qu'on inspire de la fumée blanche. Imaginez que vous faites rentrer une fumée qui va vous régénérer avec plein de choses positives. C'est un peu comme le printemps qui rentrerait dans votre narine. Formidable. Vous le gardez un petit peu. Et puis, vous allez boucher la narine pour souffler par l'autre, expirer par l'autre, une fumée noire. Vous allez vous débarrasser de la pollution de votre environnement, de la pollution nerveuse que vous pouvez avoir, des grincheux que vous avez croisés dans la journée, les contrariétés diverses et variées qu'on a tous. Voilà, et vous continuez. Il faut le faire pendant au moins 5 minutes et vous allez voir, la fumée blanche, elle va rentrer au début beaucoup et puis petit à petit moins. Vous sentirez que vous avez moins besoin de faire rentrer du blanc. Et puis à la fin, le noir, au bout de 2 minutes, vous allez virer tout le noir, donc ça va devenir gris foncé, puis gris clair. Et puis après, il y a un moment, vous saurez que vous pouvez vous arrêter. Parce que vous avez évacué, je vous assure, vous faites ça. Soit de la cohérence cardiaque, soit la respiration en pensant à cette idée de fumée. Voilà, ça va vous demander 5 minutes par jour. Une fois par jour, vous faites l'un ou l'autre, ça va vous changer la vie, je vous promets. Ah bah super, merci pour tes bons conseils. Moi, je connais bien la cohérence cardiaque. L'autre pratique, je la connais, mais je l'ai pas pratiquée. Mais là, tu m'as donné envie de la faire. Donc, je vais reprendre un peu ma routine. Moi, là, bon, comme pour tout le monde, hein, je crois qu'on met en place des trucs, puis ça se dilue, puis des fois, faut se dire bon, allez, faut remettre un peu d'ordre là-dedans. Là, donc, tu m'as donné des pistes et j'espère que les auditeurs apprécieront aussi toute la richesse de ton partage. Donc, je te remercie et bien évidemment, je mettrai dans le descriptif de l'épisode le lien pour ton compte Instagram notamment et puis les livres que tu as cités pour faciliter la recherche d'informations par les auditeurs. Eh ben, écoute, merci Carole et puis bonne continuation à toi. Merci beaucoup Hélène pour ton accueil et je précise aussi que j'ai un site internet qu'on indiquera également, parce que même si j'ai mis mon activité d'enseignement, si vous êtes à proximité de Boulogne, je vous accueillerai avec plaisir quand j'aurai trouvé une salle. Ah bah oui, j'espère que ça va pouvoir redémarrer et qu'on reparte pas dans les couvre-feux, etc. Bon, je crois qu'il faut avoir de l'espoir là maintenant. Donc bien sûr, je mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Merci à toi, Carole. Au revoir. Merci Hélène, à bientôt.